Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invitée est une femme d'exception, la première avocate sourde profonde de naissance en France. Aujourd'hui coach et conférencière, elle est à la tête de Handicap Power, une entreprise qui a pour but de changer le regard de la société sur le handicap. Bonjour maître Virginie Delalande. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, vous avez défié tous les pronostics des médecins qui, alors que vous n'étiez âgé que de 9 mois, un bébé âgé de 9 mois, vous disiez à vos parents que vous ne parlerez jamais. Absolument, et que je ne suis pas le seul pronostic que j'ai déjoué. Puis qu'on m'a dit aussi, tu n'apprendras jamais à lire ni à écrire, tu n'auras pas de bac, personne ne voudra se marier avec toi, le diplôme d'avocat, on n'en parle même pas, et tu n'auras pas de fin. Et finalement, je les ai tous fait mentir. Alors, je le précise pour nos téléspectateurs, vous portez un appareil auditif, mais le seul son que vous percevez, c'est le son d'un avion qui décolle. Là, vous lisez sur mes lèvres, c'est le travail, le résultat d'un long travail, 20 ans d'orthophonie. Tout à fait. Effectivement, c'est 20 ans d'orthophonie pour construire des sons que je n'ai jamais entendus. Puisque encore aujourd'hui, même avec mon appareil, je n'entends pas le son de ma voix et je ne peux pas corriger mes erreurs de prononciation. Et justement, vous avez appris à parler en lisant sur les lèvres, mais vous-même, vous n'avez jamais entendu le son de votre propre voix? Non, absolument. Et donc, pour apprendre à parler, comment fait-on? Parce que effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, tous les bébés babillent, même les bébés sourds. Et l'objectif de l'orthophoniste est de nous faire conserver notre babillage, puisque comme nous n'entendons pas les réponses des parents, nous ne voyons pas l'intérêt de babiller. Et donc, une fois ces bagues-là stabilisées, on construit tous les autres sons un par un pendant 20 ans en ce qui me concerne. Et je crois que vous, encore aujourd'hui, régulièrement, vous reprenez des cours et d'orthophonie pour vous oui, mettre tous les 3-4 ans, quand je vois que je fais un petit peu plus répéter les gars, eh bien, je me remets en orthophonie pour aussi moi en général. Et vous avez même appris l'anglais et l'espagnol. Absolument, je me suis amusée, comme mes camarades d'ailleurs, à apprendre des langues étrangères. Et j'ai d'ailleurs travaillé en anglais pendant plus de 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, si je ne suis pas bilingue, je ne suis pas très loin. Oui, vous avez travaillé pour une entreprise internationale. Et alors aujourd'hui, vous êtes très à l'aise, mais plus jeune, pendant vos études, ce n'a pas toujours été le cas. Il y a eu beaucoup de moments difficiles et d'obstacles à surmonter. Absolument, parce que je ne me suis pas sentie soutenue, ni par les professeurs qui refusaient de me donner leur cours. Donc, je n'avais pas de support sur lequel apprendre, ni par l'administration, qui ne m'aidait pas non plus à chercher des solutions avec moi, etc. Et donc, en fait, pendant ces 8 ans d'études, je me suis retrouvée seule. Comment faire pour récupérer les cours? Comment faire pour m'assurer que les cours que j'avais récupérés à droite à gauche étaient de bonne qualité? Et comment faire pour récupérer toutes les informations qui étaient dites à l'oral pendant le cours de travaux dirigés? Donc, en fait, la seule solution que j'ai fini par trouver après toutes ces erreurs, c'est la solidarité étudiante. Et cela m'a permis finalement d'essayer différentes choses. Donc, après A, B, C, D, E, F. Et au final, j'ai trouvé une solution qui me permettait d'être à égalité avec les autres. C'est-à-dire que mes camarades me passaient leurs cours. Et moi, pendant qu'ils écrivaient le cours suivant, je fichais le cours précédent pour préparer une revue. Et donc, on était vraiment dans une relation donnant-donnant. Et je ne me sentais plus inférieure dépendant des autres et tout ça, qui m'allait très bien. Vous le racontez justement, la solidarité de vos camarades de classe, et alors que les professeurs, eux, ne vous donnaient même pas, vous mettez pas à disposition leurs cours alors qu'ils auraient pu pour vous permettre de suivre leurs cours? Non. Et ce que je trouve absolument effrayant, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après, je n'ai toujours pas de personne sourde qui veut passer ce fichu diplôme d'avocat. On va en reparler de la situation en France et je voulais revenir justement un peu sur la façon dont vous avez réussi à devenir avocate, du courage et de la force, il vous en a fallu beaucoup. La grande majorité des gens, là aussi, vous disiez que vous ne seriez jamais avocate? Absolument, donc, notamment dans mes recherches de taille. J'ai eu une personne qui m'a dit « mais je ne comprends pas comment une personne comme vous
peut prétendre exercer la profession d'avocat. Et honnêtement, sur le coup, je me suis dit, mais quel ferait? Comment on peut me dire une chose pareille alors que je me suis battue pendant 8 ans pour y arriver? Donc en fait, je voyais bien que les personnes en face de moi n'avaient pas conscience de tout le parcours, toutes ces qualités d'adaptation, de persévérance, de résilience, etc. Qu'ils voyaient, c'était une étiquette. Et ça me rendait dingue. Et je le rappelle par ailleurs, en plus vous êtes diplômé d'une des écoles les plus prestigieuses de France, l'université d'Assas à Paris. Le confinement aussi, vous en avez fait une opportunité. Forcé de mettre en pause vos activités de coach et de conférencière, vous en avez profité pour écrire ce livre, Abandonner jamais, pour aider tous ceux qui ont dû surmonter eux aussi des barrières, des obstacles, handicap ou pas. Absolument. Et pourquoi j'ai fait ce livre pour, en fait, à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de ma conférence, qui me disaient j'ai adoré votre conférence et que vous avez écrit un livre. Et à force d'entendre cette question une fois, 2 fois, 10 fois, je me suis dit effectivement, il y a un besoin. Mais parler de ma vie personnelle, je n'en voyais pas l'intérêt. En revanche, j'ai fini par comprendre que les gens recherchaient, c'est quelles étaient les clés que j'avais trouvées pour finalement être la femme que je suis aujourd'hui. Une femme épanouie, une femme qui adore ce métier, et une femme qui se sent à sa place dans une société où, quand on a un handicap, c'est très compliqué de trouver notre place. Abandonner jamais, c'est aussi votre credo, votre leitmotiv. Vous avez réussi à faire de votre handicap une force? Tout à fait. C'est le titre de ma conférence signature, c'est le titre de mon livre, et c'est comme ça que mes amis me connaissent. Et effectivement, quand je dis abandonner jamais, c'est parce que j'ai trouvé 3 clés qui aujourd'hui me servent, quelle que soit la situation que je traverse. La persévérance, quand on a un objectif clair, un objectif qui nous fait rêver. 2, la confiance en soi, parce qu'on ne l'a pas au départ en général, on l'a construit en passant en action au fur et à mesure. Et vraiment, quand on n'y arrive pas, parce que ça peut arriver, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et demander de l'aide aux bonnes personnes, parce que tout le monde n'est pas capable de recevoir une demande d'aide. Vous le conseillez justement, s'entourer de personnes bienveillantes et éviter les personnes toxiques. Vous donnez plein de conseils pour un épanouissement personnel. Alors, ce 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, il y a une certaine hypocrisie, que pendant les 364 autres jours de l'année, on oublie un peu les personnes handicapées? Quel est le constat que vous faites ? Alors honnêtement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'hypocrisie, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses que je fais au quotidien, des personnes différentes, embauchées, etc. En revanche, je pense qu'on a encore, par rapport à beaucoup d'autres pays, des gros progrès à faire en France. C'est-à-dire qu'on considère encore le handicap sous la forme d'une étiquette, et on ne voit que le côté négatif, c'est-à-dire toutes les barrières qui se dressent à cause du handicap. Or, aujourd'hui, ce qu'il y a plein de choses à faire, c'est voir le côté positif, la richesse de la diversité, tous les leviers de performance, tous les entreprises aujourd'hui se privent parce qu'elles passent à côté de la réalité. Qu'est-ce que vous préconisez justement pour améliorer la situation, notamment en termes d'éducation et dans le domaine professionnel également ? Alors, en termes d'éducation, ce que je préconise, c'est aider justement les personnes issues de la diversité, les personnes différentes, à aller chercher tout ce que leur différence leur permet de développer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a quelque chose en moi, on développe forcément quelque chose pour compenser. Et c'est ça qu'il faut valoriser, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc ça, au niveau de l'éducation nationale, il y a un énorme travail à faire, puisque quand on a 3 élèves dans une classe, ce n'est pas facile de singulariser les situations. En entreprise, ce qu'il faut faire, c'est montrer des rôles modèles, c'est-à-dire des personnes qui, dans l'entreprise, réussissent et sont différentes. Des personnes au commerce, des personnes qui tiennent des projets très importants pour l'entreprise, qui sont issues de la diversité et du handicap notamment.
Permettre peut-être aussi aux personnes handicapées d'accéder à des postes élevés au sein de l'entreprise. Oui, sauf que pour le moment, ces personnes handicapées, même quand elles ont de l'ambition, se heurtent à un plafond de verre. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis partie de l'entreprise pour me mettre à mon compte, parce que je voyais bien ces plafonds de verre qui me limitaient, qui m'empêchaient, alors que le potentiel que j'avais, l'ambition que j'avais, la place, je savais où elle était. Et justement, avec votre société Handicap Power, vous intervenez auprès des entreprises pour les convaincre que le handicap peut être un atout et un bénéfice, du bénéfice que génère la diversité. Comment vous y prenez-vous pour faire changer le regard sur le handicap ? Eh bien, il y a une référence qui est parfaite pour ça. Il y a une référence qui est parfaite pour ça, qui s'appelle Miser sur la diversité, dans laquelle j'explique que dans le monde, nous sommes plus d'1 milliard, presque et demi, de personnes en situation de handicap. Oui, ce qui représente 10% de la population mondiale. Exactement. Et donc, ces personnes-là, au fait, ont des besoins, ont des attentes, etc. Et aujourd'hui, nous raisonnons par rapport aux besoins de 30-40% de la population. Donc, si vous y intéressez aux besoins de ces personnes-là, vous augmentez vos parts de marché, premièrement. Deuxièmement, toutes les personnes issues de la diversité, de fait, ne sont pas dans le moule. Donc, chaque fois qu'une entreprise est en difficulté, elle se tourne vers les personnes qui leur trouvent des solutions nouvelles, des innovations qui sont créatives. Les personnes issues de la diversité ne sont naturellement, puisqu'elles doivent passer leur vie à trouver des moyens de s'adapter, de rentrer dans le moule. Donc, imaginez si on fait le processus inverse. On leur demande d'utiliser leur créativité au service de notre entreprise pour la rendre encore plus performante. Vous serez surpris du résultat. Merci beaucoup Virginie Delalande d'être venue nous voir à France 24. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur notre antenne, l'information continue.